Bah, bonjour à toutes et à tous et ceux du replay également. Bienvenue dans ce webinaire. Le but aujourd'hui, alors que les 5 ans de l'assaut approchent, on avait envie de un peu mettre un coup d'œil dans le rétro, comme on a nommé dans le webinaire, pour voir quel a été le parcours du mouvement Les Collectifs, au-delà même de l'association. Et on va vous proposer de faire ça en 3 moments. On va revenir d'abord sur l'histoire avec Raphaël qui prendra la parole à ce moment-là, puis on va essayer de vous décrire un petit peu l'impact que l'association a eu et notamment notre projet qu'on a en cours sur le rapport d'impact de l'association. Et ensuite, on reviendra sur la vision de l'association dans le futur. Et là, ça seront les porte-parole Léa et Marie-Christine qui vont vous en parler. Euh, Sans beaucoup plus d'introduction, Raphaël, je te laisse la parole et je m'occupe de passer tes slides. Très, merci Massimo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que cette intervention est enregistrée. Et donc moi, je m'appelle Raphaël, je suis membre de l'association Les Collectifs et je vais vous résumer en quelques minutes l'histoire de cette association. Je vois dans les participants qu'on a des gens de différentes époques de cette association, certains qui étaient là depuis le début, d'autres qui nous ont rejoints en cours de route, donc ça fait extrêmement plaisir. Alors, il suffit de 10% des collaborateurs pour changer toute l'entreprise selon la Harvard Business Review. C'est ainsi que commençait une tribune dans les Échos du 15 avril 2021. C'est un cri d'espoir réaliste, un appel à un optimisme déterminé, un optimisme actif et à plusieurs. C'était le début d'une grande aventure. Enfin, le début, pas vraiment. Je vous propose de remonter encore quelques années avant et d'avancer au slide suivant. En fait, cela fait bien longtemps que des salariés ont eu envie que leur entreprise bouge plus vite, bouge plus fort pour avancer sur les thématiques environnementales et sociales. Mais depuis environ une dizaine d'années, il y a un nouveau phénomène qui est apparu, c'est que des salariés ont commencé à se regrouper entre collègues pour mener des actions concrètes ensemble et avoir plus d'impact, avoir plus de poids pour amener de l'intérieur des transformations positives de leur entreprise. Ces regroupements de salariés, on les appelle des collectifs. Je vais vous citer quelques exemples. Je les ai pris plutôt dans des grandes structures dont le nom parlera à tout le monde, mais en fait, il y en a dans des entreprises de toute taille. Chez EDF, il y a des employés qui ont créé le collectif Le Rhizome, présent un petit peu partout en France. Côté BCG, il y a des salariés qui ont créé le collectif Go Green. À la Société Générale, c'est un collectif qui s'appelle S'engager qui a vu le jour. Et chez GRT Gaz, c'est un collectif nommé Le Roseau. Encore une fois, dans tous les secteurs, un peu partout en France, aussi à l'international, c'est quelque chose qui a eu tendance à apparaître. Finalement, des collectifs qui poussaient dans les entreprises un petit peu comme des champignons, à droite, à gauche, et tout ça sans se concerter. Cependant, à l'occasion d'une enquête réalisée par Pour un réveil écologique, qui a permis de ramener et de mettre en contact plusieurs fondateurs de collectifs, ces fondateurs de collectifs se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls et que c'était un mouvement qui était apparu dans un certain nombre d'entreprises. Et donc, ces fondateurs de collectifs, une fois mis en contact, ont commencé à discuter. Et de fil en aiguille, la discussion a débouché sur l'envie de rédiger une tribune, la tribune que j'évoquais tout à l'heure. Et cette tribune, elle est sortie il y a 5 ans. Elle est toujours d'actualité. Je vais en citer deux, trois mots. Elle affirmait que face aux défis sans précédent auxquels nous faisons face, repenser et transformer nos modèles économiques est une nécessité. Elle affirmait aussi que les entreprises sont à la fois une partie du problème et une partie de la solution pour notre avenir. Mais surtout, cette tribune, elle mettait en valeur cette action collective des salariés pour transformer leur entreprise de l'intérieur. Et finalement, nous, les 27 co-signataires de cette tribune, nous concluons: quant à nous, nous souhaitons continuer dans cette voie de l'action pour faire émerger les modèles de demain, et c'est ce que nous avons fait. Plusieurs des co-signataires qui avaient constaté leur bonne coopération sur la rédaction de la tribune et qui avaient envie de contribuer encore plus efficacement ensemble, de poursuivre leur aventure commune, ont fondé une association, Les Collectifs, et c'est ainsi que, en 2021, l'association a été fondée. La conviction de départ, c'était que vraiment, pour ce type de mouvement, il y avait une attente latente de la part des salariés. Les ambitions, dès le début, elles ont été celles qui étaient portées par la tribune que vous pouvez retrouver sur le site de l'association les-collectifs.eco. C'est transformer l'entreprise de l'intérieur en aidant au développement de ce mouvement d'action commune des salariés au sein de collectifs. Donc, je vois que dans le public, on a des cofondateurs ou alors des gens qui nous ont rejoints très vite au tout début, donc j'ai envie de les saluer. Je vais donner que quelques noms, mais voilà, c'est grâce à des gens comme Quentin, comme Pauline, comme Tiffaine, comme Eva, comme Alexis, comme Marion, comme Johan et encore quelques autres.
que l'association a pu prendre son envol. Elle utilise divers leviers pour accomplir cette mission de transformer l'entreprise de l'intérieur. Elle cherche à aider à la création de collectifs, chronologiquement. Ensuite, elle cherche à les aider à s'épanouir, à gagner en efficacité, à les outiller en termes de méthodologie. Elle cherche ensuite à créer une véritable communauté de salariés engagés, pour reprendre un de nos membres, des gens de plein de secteurs différents qui ressentent les mêmes problématiques et veulent les adresser positivement. Et enfin, elle cherche à faire connaître ce mouvement et lui faire gagner un maximum de légitimité et de crédibilité. Si vous allez sur notre site, il y a une rubrique On parle de nous, il y a plein d'interventions dans la presse notamment. Et dès ses débuts, l'association elle a joué sur ces différents leviers. Vous voyez à l'écran une slide où il y a simplement les premiers mois, les deux premières années, et ça a été d'une richesse extraordinaire. L'association elle a multiplié les initiatives en fédérant une communauté autour d'événements en présentiel avec des after-work, en fédérant une communauté en ligne avec des sessions Hello pour la communauté, en lançant des programmes de formation à la création d'un collectif, en nouant des partenariats avec divers acteurs engagés de l'écosystème de la transition. Donc, par exemple, Quentin, qui était le président à l'époque, a pu faire une intervention au pavillon France de la COP26. On voit sur la slide. C'est quand même un beau succès. Et cette première année, elle s'est achevée en beauté avec la co-organisation du Festival des rencontres de l'écologie et du travail. J'ai vu qu'Alexis était en ligne. Alexis avait fait un travail formidable là-dessus. Donc voilà, c'est une année très riche et puis ça a continué. Donc les années suivantes ont permis de passer à l'échelle, de solidifier l'association et aussi de permettre à de nouvelles personnes de s'y engager. Là encore, il y aurait beaucoup de noms à citer, mais simplement peut-être que Marie-Christine, Romain, Patrick, Lucille et bien d'autres se reconnaîtront. Et même si les moyens financiers de l'association restent modestes et que nous sommes tout à fait preneurs de dons, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'adhésion également, elle a aussi pu embaucher quelques personnes au cours du temps. Donc, merci à elles et eux pour leur contribution. L'asso leur doit aussi beaucoup. Donc, pour l'équipe actuelle, l'équipe opérationnelle actuelle, nous avons Angèle, Elliot, Laetitia, Massimo et bien sûr Paul. Moi, pour avoir suivi depuis 2021 cette aventure, je dirais que les débuts, ils ont permis d'installer l'association et sa crédibilité. Ils ont permis de lancer puissamment une dynamique et d'ouvrir le champ des possibles en défrichant plusieurs voies. Et que les années suivantes, nous nous sommes engouffrés dans ces voies défrichées et on a commencé à y construire du concret. Alors, si on passe au slide suivant, parmi les projets phares qui continuent à être utilisés aujourd'hui, on peut citer l'Atlas des actions qui est sorti en 2023 après plus d'un an de travail, qui est une sorte de Wikipédia de l'engagement. C'est un recensement participatif des actions menées par les collectifs en entreprise et ça a permis une diffusion efficace des bonnes idées et une réutilisation. D'ailleurs, cet atlas a reçu un prix Talent for the Planet, c'est la photo qui est dans le cadre en haut à droite, qui a permis d'aider à la visibilité et à la légitimité de l'association. Un an plus tard, et on a une capture d'écran en bas à gauche, c'était le projet Passeport Collectif qui nous a mobilisés avec un MOOC et de mémoire une vingtaine de vidéos d'une vingtaine de minutes chacune pour apporter une méthodologie complète pour les collectifs. Donc, ça a été l'occasion de mettre en commun et à disposition du grand public notre expérience collective. Atlas des actions et Passeport Collectif sont des ressources qui sont disponibles sur notre site et donc je vous invite à aller les regarder. Ensuite, on voit juste, avant de passer au slide suivant, en bas à droite, c'est une photo qui, je pense, a dû être prise à Change Now et nous fait une belle transition de Change Now. Donc, c'est un immense salon d'ailleurs qui a eu lieu, de mémoire cette année, il y a quelques jours. C'est un grand salon de la transition écologique. Et le fait d'y être invité, tout comme d'autres photos qu'on voit là, c'est un marqueur du gain par l'association de visibilité et de légitimité. Je me souviens qu'une fois, Marie-Christine était montée sur la grande scène de Change Now. On a eu des articles au sujet des collectifs dans la presse écrite, on a eu des podcasts, on a sur la photo en haut à droite la participation de Quentin et d'Antoine à une table ronde de 40 minutes sur France Télévisions. C'est quand même pas rien. Voilà, donc j'ai cité quelques projets, quelques moments clés, mais il y en aura beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres, il y en aura encore d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Et ça continue, donc typiquement, dans quelques jours, le 15 avril, nous aurons la cérémonie du prix des salariés engagés. Ça devrait être un moment très fort. Pour passer à l'échelle, gagner en solidité et en pérennité, l'association elle a aussi fait un gros travail de structuration, changement de gouvernance pour créer une gouvernance horizontale partagée par tous les membres d'un conseil collégial, mais aussi plus récemment un changement plus structurant encore, et ce changement est en cours. Nous avons lancé notre première campagne d'adhésion grand public pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de devenir membres. Donc, si vous ne l'avez pas fait, on vous remettra le QR code, il y a le lien dans le chat, donc c'est très important pour nous d'avoir un grand nombre de membres. Et si on passe à la fin au slide, non, si tu peux remettre le slide précédent sur l'équipe, j'aimerais conclure justement sur l'aspect humain
et l'impact qu'elle a eu sur ses membres. Ses membres ont fait un travail formidable. J'aimerais le prendre dans l'autre sens. Les collectifs, c'est une belle aventure humaine. C'est une aventure dans laquelle des amitiés, une grande solidarité se sont créées. C'est une aventure assez unique en termes d'ambition altruiste, en termes de liberté, avec beaucoup à construire, cette envie d'apprendre ensemble. C'est une expérience, je pense, franchement unique dans une vie. Discuter de l'organisation d'un festival, puis de la conception d'un outil collaboratif, nouer des partenariats extérieurs, mais aussi se tourner vers notre communauté. On a vraiment touché à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps. C'était extrêmement riche. Et je crois que cette association, pour ceux qui s'y engagent, elle laisse une trace très spéciale. Y compris d'ailleurs pour des gens qui sont engagés dans d'autres associations, ça reste une partie dans leur cœur qui est très spéciale. Et je pense que c'est vraiment une chance d'avoir pu s'investir dans cette association. S'il y en a d'ailleurs qui un jour ont envie de nous rejoindre et de s'investir plus fort, on est extrêmement preneurs toujours de gens pour nous aider. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de gratitude envers ce que les collectifs m'ont permis de vivre, ce que ça m'a apporté. Et je sais que je ne suis pas le seul. Alors, j'ai envie de finir avec un verbatim d'une de nos membres qui avait écrit: j'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier à faire avec cette idée et avec ce groupe Pépite. Donc, j'ai sauté dans le vide et aucun regret. Je suis ému d'écrire ces lignes. Ça me rappelle tant de doux souvenirs. Voilà ce que les gens pensent. Et je conclurai en disant que cette association, les collectifs, j'ai parlé de son passé, on va parler de son présent, mais son avenir, il s'annonce vraiment passionnant parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc, merci à celles et ceux qui ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis surtout, continue. Et merci Raphaël pour cette belle présentation. Je vous laisse quelques secondes sur le lien qui est aussi dans le chat de la campagne d'adhésion qu'on a lancé il y a maintenant quelques semaines et qui a pour nous deux intérêts. Tu l'as dit, c'est en même temps de avoir une gouvernance avec des adhérents qui pourront participer à l'Assemblée générale de l'association et aussi un intérêt économique qui est de permettre d'aider l'association à avoir pas une ligne de vie économique, mais avoir des ressources en plus. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne d'adhésion qui, je crois, était un sujet depuis longtemps pour l'association et qui voit maintenant le jour. Euh, Sans que je parle trop, après être revenu un peu sur l'histoire, les premiers succès de l'association, on voulait vous parler un peu plus du présent et surtout de l'impact de l'association aujourd'hui. Et je vais laisser, il me semble que c'est toi, Paul, qui parle en premier, et Angèle suivra juste après. Trop chouette, merci beaucoup. Pas facile de passer après cette historique bien rappelée par Raphaël et qui, franchement, est assez émouvant pour avoir vu une bonne partie de cette évolution. C'est super chouette. Déjà, pour vous présenter un peu le réseau où il en est aujourd'hui, vous les connaissez pour la plupart ces chiffres, mais c'est toujours important pour nous de les rappeler. On a 130 collectifs dans notre réseau aujourd'hui, 130 collectifs matures. Ce qui est un élément important pour nous parce que ça nous permet de clarifier ce qu'on est capable de faire en tant que réseau, en tant que mise en lien, mise en lien, mais aussi conseils qu'on est capable de leur poser, de leur partager, les secteurs qu'on est capable d'adresser, les sujets qu'ils ont pu déjà traiter. C'est important pour nous de bien connaître ces 130 collectifs et c'est un enjeu pour nous aujourd'hui de leur parler très régulièrement. On essaie d'avoir chaque collectif 3 à 4 fois par an en appel. Ces 130 collectifs correspondent aujourd'hui à 111 000 membres de collectifs, ce qui correspond à notre communauté la plus proche, en tout cas notre cible principale, même si on aide aussi des directions RSE, on aide aussi des salariés non membres de collectifs qui veulent en créer ou non. Et d'ailleurs, la plupart de nos projets sont accessibles à toutes les personnes qui seraient intéressées, notamment l'Atlas et le Passeport. Et enfin, le chiffre de 300, c'est aussi un chiffre qui est important pour nous, c'est justement ces entreprises où on a des collectifs, ou alors on a des collectifs en cours de création, ou alors on a des salariés ou des directions RSE qui aimeraient bien en créer, qui sont en train de nous demander des conseils, et on est justement en train de les outiller. Donc ça correspond à peu près aux grands chiffres qu'on suit. Et pour zoomer un peu plus sur 2025, parce que c'est l'année qui vient de s'écouler, 2025 en grands chiffres pour nous. Massimo, je veux bien que tu passes la slide d'après, je tentais une petite transition. En 2025, pour nous, c'est à la fois des after-work, des rencontres locales qu'on a pu organiser dans une dizaine de villes et donc quasiment 500 personnes inscrites à ces after-work, ce qui est un record pour nous. On a aidé beaucoup de collectifs à se créer et ça reste une des missions originelles de l'asso. Au tout départ de l'association,
on a pu lancer, en particulier Gabriel a pu lancer des expéditions, c'est-à-dire un programme d'accompagnement à la création de collectifs. C'est quelque chose qu'on continue à mener, et d'ailleurs on a une prochaine promotion dans quelques semaines pour aider des salariés à lancer leur propre collectif. Et donc c'est toujours une fierté pour nous de les aider à faire ça. On a Passeport Collectif qui est un franc succès pour la première année et qui a vocation à aider des salariés, quel que soit notre temps, quelle que soit notre disponibilité, avoir ces ressources en accès libre. C'est une manière pour nous d'outiller tout le monde, quel que soit leur niveau d'appétence pour le sujet, quel que soit leur niveau d'avancement aussi. Et c'est le grand succès de Passeport Collectif. Et enfin, on a pu recenser un peu les prises de parole publiques en 2025 pour l'asso, il y en a 37. Et franchement, c'est un beau cap de passer aussi. Pour l'anecdote, aujourd'hui, dans l'écosystème de la transition écologique, on est plus souvent connu qu'inconnu maintenant quand on discute avec des partenaires potentiels. Et c'est franchement le signe d'un plafond de verre qui saute et d'un plafond de verre qui saute pour les collectifs de salariés qui ont moins besoin d'expliquer ce qu'ils veulent faire et qui peuvent plus s'inspirer et se présenter comme étant comme tel autre collectif dont vous avez pu entendre parler, comme l'association Les Collectifs dont vous avez pu entendre parler. Et c'est aussi à ça que ça sert. Et puis enfin, ce dont on voulait vous parler maintenant, et je transmettrai la parole à Angèle sur ça, c'est notre mesure d'impact. Je vais d'abord vous clarifier un peu pourquoi on l'a pensé comme ça. C'est un enjeu important pour l'asso d'arriver à faire en sorte de comprendre en tant que réseau à quoi on contribue, quelles sont nos activités et à quoi nos activités peuvent contribuer chez chacun de nos collectifs, à l'échelle du réseau et au-delà. On n'a pas forcément vocation, en tout cas dans un premier temps, à aller chercher la mesure d'impact de tout le mouvement et donc toutes les actions de chaque collectif, essayer de les accumuler, de les additionner, et de voir ce à quoi ça contribue. Dans un premier temps, le but est d'abord de comprendre le réseau, à quoi il sert et comment il peut s'améliorer. Donc on a construit 3 indicateurs pour ça. Le premier, très classique, le nombre de collectifs faisant partie du réseau, plus spécifiquement le nombre de collectifs avec des références, c'est-à-dire avec des points de contact pour chacun des collectifs. C'est donc le chiffre 230 que je partageais plus tôt. Le deuxième, et c'est important qu'on l'ait mis en avant dès maintenant, c'est le nombre de collectifs parmi ces 130 qui influent sur les modèles d'affaires. C'est important parce que fondamentalement, la plupart de nos collectifs ont pour ambition, in fine, d'influer sur ces modèles d'affaires. Et pour autant, c'est pas quelque chose qui se fait immédiatement dans la plupart des cas. Ça demande de la crédibilité, de la légitimité, du temps aussi. Donc, en fait, c'est important pour nous de comptabiliser le nombre de collectifs qu'on estime être à ce niveau-là pour pouvoir les aider, eux, à aller plus loin et aussi pour pouvoir se dire, OK, on n'a que, et on est en train de construire cet indicateur, on n'a que 20, 30 collectifs qui influent aujourd'hui sur les modèles d'affaires, et ben, ça veut dire qu'il faut aussi embarquer les autres vers ce niveau d'ambition et aussi comprendre les freins qui t'empêchent d'aller jusque-là, comprendre aussi que certains collectifs ont des ambitions très claires qui ne sont pas celles-là, et c'est aussi tout à fait quelque chose qu'il faut entendre. Et donc, en tant que réseau, c'est important pour nous de suivre cet indicateur. Et enfin, le dernier, là, c'est vraiment l'indicateur de vie du réseau. C'est le nombre de solutions apportées par le réseau à ses membres. Et là-dedans, on regroupe à la fois les appels qu'on peut faire entre l'association, les collectifs et un collectif donné. Donc, on additionne ce nombre d'appels. Les mises en lien qu'on peut faire entre collectifs, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et on incite nos collectifs à plus se parler entre eux pour qu'ils puissent s'inspirer, se remotiver, se rebooster. On compte aussi là-dedans les réponses qu'on peut apporter, les réponses un peu fouillées par nos outils directement à l'écrit quand on a des questions qui nous sont posées sur notre Telegram ou par email par nos collectifs. Et enfin, la dernière chose qu'on additionne là-dedans, et j'en parle pour le visibiliser aussi, on a beaucoup de collectifs qui nous demandent une intervention dans leur entreprise, que ce soit réservé aux membres de leur collectif ou ouvert à tous les salariés de leur structure. Ça peut avoir plein d'intérêts, rebooster la motivation des membres, réexpliquer ce qu'est un collectif, servir d'appel à volontaires un peu déguisé pour recruter plus de membres dans son collectif. Et nous, on considère que vraiment, ces interventions, c'est une solution qu'on apporte en tant que réseau. Donc voilà pour ces 3 indicateurs et pour ce présent de l'association après qu'on ait parlé du passé. Hop, et je vais prendre la main. Donc moi, je vais continuer à vous parler de la mesure d'impact sur laquelle on travaille en ce moment. Donc en plus des grands chiffres et des 3 KPIs dont Paul a parlé, on a décidé aussi de prendre en compte des indicateurs qualitatifs. Ces indicateurs qualitatifs qu'on a collectés, ça va être des retours que nous font les collectifs, des témoignages écrits qui reviennent sur leurs ressentis, les actions qu'ils ont menées, les changements observés après avoir interagi avec nous. Donc on a cette volonté de sortir un peu des grands chiffres parce que beaucoup des impacts de l'asso, ils sont aussi humains et culturels.
Donc les mesurer mathématiquement, c'est pas toujours pertinent. Par exemple, la motivation ou l'inspiration qu'on apporte à un collectif après un appel, il est difficilement traçable sur des KPIs. Pourtant, c'est ça qui va faire que le collectif va durer dans le temps ou va entreprendre de nouvelles actions. Donc on souhaite également, avec cette mesure d'impact, avoir une vision plus fine des retours qui nous sont faits sur chaque activité qu'on mène, sur les activités qu'on a lancées assez récemment, comme notre campagne de recontact, par exemple, ou comme sur les activités les plus anciennes de l'association. Donc en fait, se rendre compte au mieux de l'aide apportée par nos conseils, nos mises en lien individuelles, ou comme Paul a dit, par nos afterwork, nos webinaires. Par exemple, si on se penche, je vais vous donner un exemple en se penchant sur l'étude de l'impact d'une de nos principales activités, qui est d'avoir des appels individualisés avec les référents des collectifs. Donc on va se demander quel est l'impact de ces appels sur nos collectifs et surtout quel est l'impact du fait de les appeler tous les 4 mois, parce que c'est la régularité qu'on est en train de mettre en place. On observe que beaucoup de ces collectifs, ils ont des choses à nous dire, ils ont des demandes spécifiques, des aides à solliciter en appel, mais qui ne seraient pas forcément venus vers nous d'eux-mêmes pour les demander. Donc ces appels, ils permettent de prendre le pouls, de se rendre compte des intérêts de la communauté et par exemple de demander les sujets qu'ils aimeraient voir en GT ou en webinaire. Donc ça, c'est des impacts positifs, le sentiment d'appartenance à un réseau qui est accru pour les collectifs. Donc c'est ça qu'on va venir mettre en valeur. Également, on étudie l'impact de la série de vidéos Passeport collectif. Tu peux rester sur la slide. Et cette série, elle a été lancée en mars 2025, donc il y a un peu plus d'un an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les utilisations de la série, elles sont assez diverses et elles divergent de ce que l'association avait initialement imaginé, ou plutôt elles sont utilisées de manière auxquelles on n'avait pas pensé à la base. Donc de nombreux collectifs, ils utilisent en fait cette série pour intégrer leurs nouveaux membres, car elle transmet des informations clés et elle explicite le concept des collectifs. C'est plus simple pour aller plus vite que tout le monde soit sur les mêmes bases. Il y a plein d'autres collectifs où les membres, ils regardent pas forcément la totalité des vidéos, mais ils se répartissent les vidéos à explorer. Et il y en a encore qui regardent seulement les vidéos que nous, on leur conseille en appel. Donc cette mesure d'impact, elle serait aussi à faire le point sur comment marchent les ressources qu'on propose et comment elles sont utilisées et appropriées par les collectifs. Donc, je vous ai mis en valeur l'impact de nos accompagnements des collectifs qui sont principalement dans les domaines de la communication, de l'organisation, de la stratégie d'influence, donc conseiller sur comment parler à sa direction. Tu peux passer à la slide d'après, Massimo. Et donc, je vais vous parler ensuite de l'aide apportée aux collectifs pardon, aux salariés engagés qui veulent créer des collectifs ou qui ne savent pas encore ce que sont des collectifs. Parce que notre aide, en fait, elle se base, elle prend forme, je cherche mes mots, elle prend forme au moment de la survie du collectif, mais aussi au moment de sa création. Et c'est une partie assez importante en fait de l'association dont on ne parle pas forcément à première vue. Et c'est pour ça qu'on cherche aussi dans notre rapport d'impact à tracer notre impact sur les salariés engagés qui ne sont pas ou pas encore membres du collectif. Donc nous, au sein de l'asso, on aide ces salariés engagés à travers des appels individuels, mais aussi à travers les expéditions. Donc, depuis 2021, les collectifs ont lancé 7 promotions des expéditions, ce qui représente environ 105 entreprises, dont un tiers ont créé après ça leur collectif. Et d'ailleurs, les inscriptions sont actuellement ouvertes pour la 8e promotion de l'expédition. Le premier atelier aura lieu le jeudi 16 avril, il me semble. Et je vais vous donner quelques chiffres pour faire une idée du nombre de personnes, du nombre de salariés engagés qu'on touche comme ça. Donc, depuis le lancement de Passeport Collectif, il y a 421 personnes qui se sont inscrites au module 1, pardon, qui porte sur la création du collectif. Et il y a aussi 15% des inscrits à l'Atlas des actions qui sont des salariés, pas encore membres du collectif. Donc ça, c'est un aspect des actions de notre association qu'on va mettre particulièrement en valeur dans la mesure d'impact. Et tu peux passer à la slide d'après, Massimo. Parce que la dernière chose que je veux mettre en valeur dans notre travail de mesure d'impact, ça va être le fait d'évaluer notre impact sur un type spécifique de collectif, qui sont les collectifs animés par les directions RSE. Donc, depuis 2023, on a remarqué qu'il y avait l'émergence de cette nouvelle typologie de collectifs, et aujourd'hui, ça représente un tiers des collectifs qu'on accompagne. Donc, on a créé des petits critères pour les identifier et mieux les définir. C'est des collectifs, il faut qu'il s'agisse d'une démarche volontaire de la part des salariés de rejoindre ce collectif, qu'il ne soit pas forcé par la direction ou que ce soit obligatoire. Le collectif doit être force de proposition, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer des actions sans être cadrés par un ordre du jour ou avoir une validation par un département tiers. Et le collectif ne représente pas un relais de la direction RSE, c'est pour ça acteur de la transformation.
Donc, dans la mesure d'impact, on va étudier notre impact sur ce type de collectif de façon spécifique, parce qu'on part du principe qu'au vu de leur situation spéciale, ils réagissent peut-être pas de la même façon à nos actions, et aussi parce qu'on a mené des actions spécialement pour eux, dont on veut analyser l'impact. Donc, ces actions spécialement pour eux, c'était principalement des actions de plaidoyer auprès des directions RSE. Donc, c'est super intéressant parce qu'en fait, notre mesure d'impact, elle nous permet de continuer le travail d'identification de nos publics et de mieux connaître les typologies de collectifs différents qu'on touche. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation des collectifs animés par les directions RSE, on a sorti un décryptage sur le blog il y a 2 ou 3 semaines, il me semble. Et voilà, c'est tout pour moi pour vous présenter rapidement ce qu'on fait dans la mesure d'impact. On va pouvoir passer au futur de l'association. Et voilà. Merci beaucoup, Angèle et Paul, du coup, pour cette présentation un peu sur le présent et sur l'impact. Avant de passer au futur et de redonner la parole à MC et Léa, si à ce stade vous avez des questions que vous voulez exprimer dans le chat ou vous voulez lever la main pour poser une ou deux questions sur les deux parties qui ont été évoquées, on refera une session de questions à la fin sur la partie avenir et les futurs projets de l'association. Mais si vous avez des questions, je vous laisse les écrire dans le chat ou lever la main, sachant que je n'ai pas accès, je vois pas le chat, donc Paul, je veux bien que s'il y en a dans le chat, tu les transfères. Ça marche. Si ça peut permettre de faire venir des questions, je vais préciser un point. Le chiffre de 1/3 qu'on partage sur les collectifs en fort lien avec leur direction RSE, ça correspond à 1/3 de nos collectifs, à peu près, un tout petit peu moins, sont considérés en interne comme un réseau d'ambassadeurs. Pour une partie d'entre eux, ça veut dire effectivement qu'ils sont animés par la direction RSE. Et donc, dans ces cas-là, on applique les critères que tu as évoqués, Angèle. Pour une autre partie d'entre eux, ça veut dire qu'ils se sont créés organiquement par les salariés et qu'ils ont négocié, obtenu avec le temps une forme de reconnaissance, une forme d'institutionnalisation auprès de leur direction RSE, qui fait qu'aujourd'hui, ils travaillent fortement en lien. Ils ont pu négocier un recrutement, du temps sur leur fiche de poste, etc., au point d'être aujourd'hui considérés comme un réseau d'ambassadeurs, parfois aussi un ERG, un Employee Resource Group. Donc en fait, ce tiers, ça correspond à tous ces collectifs qui sont très institutionnalisés pour des raisons différentes, souvent dues à leur histoire aussi, dans chacune des boîtes. On a Sophie dans le chat qui nous dit que c'est super clair et que c'est chouette, c'est super rétrospective. Et c'est chouette de te voir, Sophie. Tu fais partie des historiques de l'association. Je pense qu'on n'aura pas de questions, Massimo, à ce stade. Je propose qu'on enchaîne. Et bah, c'était très clair alors. Je vous laisse. Je vais faire une mini introduction sur. Je vois qu'il y a un message, Paul, tu me dis c'est une question. Vas-y. Sur la vision. On vous propose pour cette partie, c'est les AMC qui vont la présenter, mais de parler d'une vision à 6 mois et d'une vision à 3 ans. Ça nous a un peu posé question de réfléchir à une vision, sachant qu'on ne parle pas de prospection, on n'a pas fait tout un rapport là-dessus, mais c'est vraiment ce qu'on envisage à 6 mois pour le coup. C'est les projets qui sont déjà dans les cartons ou presque emballés pour le coup. Mais on réfléchissait là-dessus et sur le fait que on avait parlé notamment du passage du monde VUCA au monde banni pour ceux qui connaissent et du fait de l'incertitude croissante. Et c'est pour ça qu'on a décidé de parler seulement de 3 ans, de ne pas parler à 5 ans. Et on tenait à le dire en introduction parce que on a aussi conscience que c'est ce dans quoi on doit se projeter et ça nous semblait important de le préciser. Mais au-delà de ça, je laisse la parole à MC du coup pour parler de la vision à 6 mois. Bonjour à tous, donc je suis Marie-Christine, dite MC. Alors d'abord, je voulais peut-être juste réagir voilà, par rapport à cette rétrospective voilà, qui est en effet assez émouvante. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on a un groupe qui, je pense, représente aussi un peu l'esprit des collectifs. Donc, on a un groupe où il y a une grande diversité, il y a un grand respect sur les avis des uns et des autres. Donc, c'est quand même très agréable pour la gouvernance en général, pour voilà, être en capacité d'écouter les autres et d'avancer en bonne intelligence. Parce que voilà, on sait la cause commune qu'on cherche à servir. Et puis voilà, et puis il y a pas de clivage. C'est plutôt très inclusif. Donc, on a l'intergénérationnel qui est complètement accepté. Donc, c'est quand même assez agréable. Voilà, donc voilà, je voulais en dire un mot parce que je trouve que voilà, ça participe aussi à faire
à faire grandir le mouvement. Et en même temps, encore une fois, je trouve que c'est aussi un reflet de la très grande diversité et le fait que les collectifs cherchent à travailler en bonne intelligence au sein de leurs organisations pour faire avancer ces sujets d'écologie. Et parce qu'au fond, je pense que les gens, au-delà de faire avancer les sujets écologiques, c'est qu'ils sont aussi attachés à l'organisation et qu'ils ont envie de, voilà, que les choses avancent dans le bon sens. Et parmi donc toutes les réussites qu'on a pu observer, il y a aussi bien sûr le fait qu'on soit maintenant un organisme 1% pour la planète, qui est aussi une très belle reconnaissance et qui est très 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 important. Et donc là, on vous propose dans 15 jours voilà, le prix des salariés engagés, qui est en une nouvelle étape pour rendre encore plus visible tout, voilà, tout le cheminement depuis 5 ans en mettant un petit coup de projecteur sur les salariés qui s'engagent, sur les actions qui ont été menées, sur quelle qualité ça suppose, ça amène. Donc, on va avoir le prix de l'audace, on va avoir le prix du courage, on va avoir le prix de la persévérance, parce qu'on sait bien que le temps long joue pour nous. On a le prix de l'influence et on aura un prix coup de cœur. Donc voilà, donc c'était important pour nous de mettre en avant les qualités des personnes, parce que voilà, et je pense qu'ici on a tous eu plus ou moins une expérience de collectif et que voilà, toutes ces qualités sont importantes. Donc pour nous, pour la narration de cette soirée, c'était important de mettre ça en avant. Alors pourquoi c'est aussi exceptionnel aussi bon, au-delà du fait que c'est la première fois, donc on fait ça avec la Fondation Good Planet qu'on vraiment on remercie chaleureusement parce que bien sûr, comme vous le savez, on a à peu près un budget égal à zéro pour nos événements. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est que ça va être à la Concorde. Donc là, de façon, voilà, un espèce d'alignement des planètes. Donc voilà, quand même, profitons-en. Il y a la Fondation Good Planet qui a une exposition temporaire à la Concorde sous un chapiteau sur la nouvelle exposition de Yana Sturz-Bertrand sur l'engagement. Et donc, dans ce cadre-là, donc on a cette mise à disposition donc le 15 avril de cet endroit incroyable où il y a des centaines de places. Enfin, vraiment, le lieu va être absolument exceptionnel. Et Yann Arthus Bertrand qui va faire l'ouverture de la soirée. Donc voilà, donc c'est quand même assez fou. Et comme bon, peut-être qu'on peut se dire ah, une remise de prix, ça peut être un peu chiant. Donc on veut que ça ne soit absolument pas chiant du tout. Donc voilà, donc voilà, il y avait toute une façon d'animer les choses. On va voir aussi Aina Kéros qui va venir voilà, nous faire un peu rêver, nous rappeler pourquoi voilà, c'est important de continuer de s'émerveiller et en quoi la nature est vraiment si précieuse. Et puis on aura une table ronde également avec Gaëtan Brispierre, avec Audrey Cerdan du groupe France Télévisions et puis de Acer de chez Michelin en tant que salarié engagé. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de venir à cette soirée, venez parce que voilà, ça promet d'être une soirée exceptionnelle et je l'espère, on l'espère, la première année d'une longue série. Et je trouve aussi qu'en termes de visibilisation, même vis-à-vis des entreprises, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, de dynamique. D'ailleurs, je pense que l'impact, le fait qu'il y ait de plus en plus de directions RSE qui s'intéressent aussi au phénomène des collectifs et qui les soutiennent, voilà, je trouve que c'est aussi un signe de l'impact que tout ça a, puisqu'en effet, c'est une forme de reconnaissance et c'est aussi la reconnaissance de cette force vive dans les entreprises, voilà, qui vont aider ces transitions et qui bon, amène plein en effet de co-bénéfices pour les entreprises. Donc voilà, donc voilà, là j'ai tout donné là pour vous convaincre de venir le 15 avril. Donc voilà, donc j'espère que vraiment vous pourrez nous rejoindre. Et donc sur les mois à venir, on a également d'autres livrables. Donc avec les contre-argumentaires en entreprise qu'on va vous mettre à disposition. Donc, on en aura sur l'intelligence artificielle, sur le greenwashing, sur le numérique. Donc, voilà, donc ça sera des choses qui pourraient être utilisées par vos soins. On a également des infographies que l'on va publier
sur la sobriété numérique, comment présenter son collectif, etc. Dans la lignée donc de cet atlas des actions qui a été créé il y a quelques temps, on vous en propose un format vidéo avec des modes d'emploi, des témoignages et puis des références d'entreprise pour aider tout un chacun à pouvoir lancer des nouvelles actions en utilisant toutes ces ressources pour les aider. Bien sûr, on continue de maintenir un lien fréquent et voilà, aussi serré que possible avec la communauté en multipliant aussi les différents canaux de communication. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que 130 collectifs, voilà, ça commence à être une taille assez critique avec une équipe salariée qui reste quand même très modeste. Donc voilà, donc je pense qu'il peut y avoir peut-être des suggestions aussi de comment maintenir le lien, en tout cas les after-work et puis voilà, tous ces moments de rencontre que l'on a vont être vraiment des moments importants. Bien entendu, il y a des questions sur la pérennité de l'asso. Donc, on a des mécènes qui nous soutiennent. Alors, c'est vrai qu'en tant que mouvement éco-citoyen, c'est pas toujours aisé de finalement venir convaincre des grosses fondations, etc., qui souvent viennent plutôt chercher, on va dire, des actions peut-être plus visibles ou plus touchantes, puisque souvent, il y a aussi leurs salariés qui peuvent être amenés à voter dans le cadre de choix d'associations qui veulent soutenir. Donc pour nous, cette campagne d'adhésion est un élément important pour voir voilà, dans quelle mesure l'adhésion de nos membres peuvent être aussi une ligne de vie pour assurer voilà, le fait d'avoir quelques salariés dans cette association parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc nous, le conseil collégial, on est tous bénévoles et on a toute voilà, beaucoup de bénévoles partout et vraiment on les remercie chaleureusement. Mais voilà, il nous faut quand même voilà, ces quelques salariés qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir tous les projets que l'on a. Et voilà. Et encore merci pour tout ce que vous faites. Et puis, excusez-moi, j'étais un peu bavarde, donc je passe la main à Léa. Et moi, je prends la lourde tâche de mettre une vision stratégique à 3 ans dans un monde qui change tous les jours très rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas... Enfin, disons qu'on a une vision stratégique. En revanche, on ne va pas vous proposer des actions concrètes et ultra précises et ultra définies. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, le monde associatif est tellement fluctuant qu'évidemment, on s'adapte au fil de l'eau. En revanche, une fois qu'on a dit ça, notre objectif sur les 3 prochaines années, c'est vraiment d'aller au-delà d'un collectif qui impulse une liste d'actions et d'éléments transformatifs dans leur entreprise, mais d'aller travailler sur le modèle d'affaires, donc d'avoir vraiment une ambition et une vision qui est beaucoup plus stratégique, ce qui impliquera évidemment, parce que pousser les collectifs à travailler sur un modèle d'affaires, c'est facile à dire, mais ça impliquera qu'on les accompagne, qu'on organise des webinaires pour expliquer qu'est-ce qu'un business case, comment définir un plan stratégique. Donc associé à ça, il y a évidemment plein d'actions que nous ferons. Mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est d'aller vraiment sur un accompagnement avec des collectifs qui sont capables de pouvoir conseiller leur direction et de transformer réellement le modèle d'affaires de leur entreprise sur tous les volets, que ce soit les prestataires, les produits vendus, la supply chain, les canaux de communication, etc. Ensuite, on a une ambition qui est en lien forcément, mais d'accompagner les individus avec une approche plutôt de coaching motivationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne les collectifs avec une vision qui est plus de coaching de pair à pair et de conseils. Le but demain, ça va être de responsabiliser au mieux les individus et de proposer des sessions peut-être de ce qu'on appelle du co-développement ou autre modus operandi pour vraiment avoir une approche motivationnelle et driver les collectifs à continuer dans la durée, puisqu'on le sait, quand on fait du bénévolat avec du temps gratuit en entreprise, on a une tendance à s'essouffler très vite. Donc nous, notre rôle, ce sera aussi de pouvoir être ces accompagnants pour motiver à continuer et perdurer dans la durée. Et évidemment, le troisième point qui est avoir plus de liens avec les collectifs, ça, c'est
une action qui court au long cours, on en a déjà parlé, mais ça va être à deux niveaux. Le lien entre les collectifs, donc vraiment faire en sorte de pérenniser ce pair à pair et de créer un réseau, un écosystème qui fonctionne ensemble. Et nous, être en mesure d'être le plus possible et le plus souvent que possible en contact avec les collectifs qu'on accompagne. Et la slide suivante, qui est finalement la suite et les éléments qu'on doit amener ensemble, parce que là, ça devient plus complexe, on va dire, c'est de réfléchir à une reconnaissance juridique, pourquoi pas, de certains collectifs en fonction de leur taille, pour avoir aussi une approche qui est différente au sein d'une entreprise. Si demain, on a une association en interne, c'est pas le même impact, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes rôles, c'est pas la même façon de gouverner finalement un collectif que si c'est des collaborateurs qui sont juste bénévoles. Donc ça, c'est des réflexions en cours et qu'on construira avec vous. Un label international avec peut-être une réflexion autour du fait de se dire que quand on coche toutes les cases du collectif, on a le label international des collectifs, ce qui du coup implique l'internationalisation du réseau, ce qui aujourd'hui est en cours, mais de continuer de le déployer. Les liens écosystémiques, je l'évoquais, c'est le fait de continuer de créer du lien entre les différents collectifs, mais aussi avec les différentes associations du réseau, qui évidemment ont une approche plus ciblée en fonction des problématiques. Donc notre but, nous, c'est de pouvoir créer ce lien, puisqu'on a un réseau qui permet justement de pouvoir mettre en contact les différentes personnes. Et après, tout ce qui tourne autour des sujets de politique, d'enjeux, ça va être aussi quand on publie nos articles, quand on partage des choses, que ce soit sur LinkedIn ou sur notre blog, il y a un enjeu systémique puisqu'on a une approche qui est plus transverse et plus globale. Et sur l'évolution de la posture, alors là, c'est vraiment en réflexion, de se dire finalement quel est le rôle du collectif. Est-ce que dans cette évolution de modèle d'affaires, on va être sur une posture presque de contre-pouvoir pour aller vraiment transformer de manière systémique l'enjeu de l'entreprise dans laquelle les collectifs sont. Voilà. Donc une vision à 3 ans qui est bien complète et bien chargée, mais évidemment, on vous inclura dans ces réflexions-là et on est justement vraiment ouvert à toute recommandation, proposition, aide et éléments pouvant nous permettre d'avancer sur tous ces sujets. Merci beaucoup pour cette présentation, d'avoir réussi le challenge de parler du coup de cette vision à 3 ans. J'entends des bips dans le chat. Paul, je veux bien te laisser animer la partie questions car je ne les vois pas. Ça tombe bien, je voulais qu'on en parle, donc je trouve ça chouette. C'est Sophie Oui. qui nous demande est-ce que vous pourriez parler un peu plus de ce que fait les collectifs à l'international aujourd'hui et votre vision pour l'avenir au-delà du label international. Je peux la prendre, en plus on a eu un appel ce matin avec un partenaire. Les collectifs à l'international, ça s'est fait en plusieurs temps, je dirais 3 temps. Le premier, c'est qu'on a eu de manière assez organique des collectifs qui ont commencé à nous contacter et qui existaient plutôt à l'étranger. Au départ, basés plutôt dans des pays francophones, en Belgique, en Suisse, au Canada aussi, qui nous contactent parce qu'ils n'ont pas de réseau de collectifs dans leur pays et qu'on essaie d'aider. On a déjà organisé, par exemple, un afterwork à Bruxelles. On a eu une expédition où il y avait une participante du Québec. Enfin voilà, on a eu pas mal de liens avec des collectifs à l'étranger. Ça correspond à peu près à une quinzaine de collectifs, ces collectifs-là. Ce qui s'est passé aussi au début dans cette première étape, et je vais te répondre, Anne, juste après. Ce qui s'est passé aussi au début dans ces premières étapes, c'est qu'on a aussi nos collectifs qui venaient de France, qui se sont complètement internationalisés dans leur structure, certains dès le départ, dès la création de leur collectif, et puis d'autres petit à petit, au point où ce ne serait pas très juste de parler de collectifs français. Dans leur cas, c'est plus un collectif à l'échelle de leur structure et donc des collectifs internationaux. Dans un deuxième temps, il y a eu une phase un peu de structuration. On avait remarqué qu'on était le seul réseau de collectifs de salariés en France, mais aussi ailleurs, qu'il n'y avait pas de réseau équivalent dans d'autres pays, qu'il y avait des initiatives qui s'adressaient de près ou de loin aux salariés engagés, mais pas de réseau de collectifs. Et donc, on a été contacté à ce moment-là par une universitaire allemande qui avait commencé à trouver quelques collectifs, quelques green teams
en Allemagne et qui nous a sollicité pour qu'on l'aide. Et on l'a beaucoup aidé pendant plus d'1 an à essayer de structurer ce début de réseau, à essayer qu'elle trouve d'autres personnes, à essayer aussi de l'aider sur à quoi sert un réseau de collectifs et ce qu'elle pouvait proposer comme premières actions. Ce qui était très chouette, c'est que ce réseau a obtenu un financement public de l'État allemand de plus d'1 million d'euros, donc un financement assez conséquent, qui leur a permis de grossir. Et aujourd'hui, c'est un partenaire clé de l'asso parce qu'en fait, ils ont pu grossir, ils sont pas mal inspirés de nous et ça continue à être le cas. Mais avec leur force de frappe aussi aujourd'hui, on essaie aussi de créer des choses ensemble. Avec Marie-Christine, on est allé assister à leur première grande réunion en public en novembre à Beaune. Et c'est important pour nous aussi de structurer l'écosystème international dans ce sens-là. Dans le même temps, il y a émergé aussi un réseau international de toutes les structures qui travaillent sur l'engagement salarié. Ça s'appelle l'ICANN, l'Employee Climate Action Network, et dont on fait partie des membres fondateurs de l'ICANN. Et la troisième temps, c'est celui d'aujourd'hui, où les pays sont, enfin en tout cas de notre ressenti à ce stade, il y a des initiatives qui se montent un peu partout, c'est assez intéressant, des initiatives qui essayent d'aider des green teams existantes. On a parlé ce matin à un embryon de réseau de collectifs aux Pays-Bas. Donc ce serait intéressant dans une optique de cartographie européenne aussi. On a déjà parlé avec des assos qui aident des lanceurs d'alerte pour le climat en interne dans les boîtes, des associations qui travaillent avec les entreprises et les salariés engagés, mais spécifiquement sur certaines thématiques, la biodiversité, la restauration, etc. Et donc, on est en train un peu de construire cette cartographie pour essayer de voir aussi quel est notre rôle. Parce que historiquement, on a aussi beaucoup aidé des collectifs à l'étranger. On a des réseaux qui commencent à se monter dans ces autres pays et on les aide. Et ensuite, quel est le méta-réseau, à quoi il ressemble? Est-ce que c'est l'ICANN? Est-ce que c'est ailleurs? C'est aussi les questionnements qu'on peut avoir. Donc, au-delà du label, nous, l'idée, c'est comment on fait en sorte d'aider tous les collectifs qu'on a déjà dans le réseau, les collectifs français, internationaux qu'on a, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit pas que quelque chose qui existe principalement en France, mais quelque chose qui prenne ailleurs. On a des pays, par exemple, où on n'a absolument aucun lien. On ne sait pas si c'est parce que l'engagement salarié y est moins propice ou si c'est parce que y a des collectifs, juste on ne les connaît pas. En particulier, par exemple, des collectifs en Espagne, en Italie, on n'en connaît pas, alors qu'il y en a sans doute. On connaît des collectifs aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Enfin, c'est assez variable. Donc, on a envie de caractériser un peu plus ça pour essayer de comprendre comment le mouvement peut s'internationaliser et l'association, les collectifs avec. Et pour répondre à la question d'Anne juste après, oui, pour donner quelques exemples de mémoire, on a des collectifs dans le secteur du conseil, notamment des boîtes dans lesquelles on a aussi des collectifs en France. On a par exemple chez Accenture, je crois. On a aussi un collectif dans l'équivalent d'EDF en Belgique, Luminus, qui est d'ailleurs, je crois, une filiale d'EDF. Et quelques autres collectifs dont je ne sais pas si j'ai le droit de citer les noms là comme ça, donc je préfère pas tous les citer. Voilà, pour répondre à cette question. Et je vous laisse vraiment prendre vos places pour le 15 avril. Ça va être trop bien. On a un super déroulé. On a encore pas mal de places. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait en sorte que vraiment toutes les personnes potentiellement intéressées s'inscrivent. Vous pouvez le partager aussi autour de vous, ce lien. N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir à plusieurs aussi. Et je vois une question de Florian. Désolé si la question a déjà été traitée sur le moment pendant lequel je me suis absenté. Quel est le fonctionnement financier et RH de l'asso jusqu'avant la création du système d'adhésion? Je vais la prendre aussi. L'association, et ça continue d'être le cas parce que les adhésions sont pour l'instant pas une ligne de vie économique suffisante pour remplacer d'autres sources. L'association, elle vit des dons. On est l'asso de ce point de vue-là. On est principalement soutenu par des fondations, fonds de dotation et institutions. Tout ça est public sur notre site. Mais on est soutenu par 3 fonds de dotation et fondations spécifiques qui croient à l'engagement salarié, à la transformation de l'intérieur. Et on est aussi soutenu par l'ADEME sur des projets spécifiques. C'est le cas de Passeport Collectif dans un premier temps. Et c'est aussi le cas aujourd'hui des projets infographie et contre-argumentaires que Marie-Christine a pu citer. Et donc ça, c'est nos 4 principales sources de financement aujourd'hui. Au-delà de ça, on est financé par des dons de particuliers. On a historiquement toujours eu des particuliers, que ce soit des membres de collectifs, des soutiens qui nous financent sur Hello Asso, sur Asso Connect, etc. Donc ça, c'était le cas même avant les adhésions. Et puis la dernière petite ligne de vie de l'association aujourd'hui, c'est que on a là, des adhésions, on est souvent sollicité par des collectifs pour plein de choses. Tout est gratuit. Dès qu'un collectif ou un salarié nous contacte, tout est gratuit. Quand une direction de la RSE nous contacte, tout est gratuit aussi. L'accès
à nos outils, à les mises en lien qu'on peut faire. La seule chose qui peut être différente, c'est qu'on a régulièrement des directions RSE qui souhaitent une intervention dans leur boîte, une conférence, un webinaire. Et dans ces cas-là, on fait payer. Ce qui n'est pas énorme dans notre budget, mais il contribue quand même. Voilà pour un panorama de nos ressources financières. Il y en a quand même une dernière qui est une chouette nouvelle dont on n'a pas parlé de l'année 2025. C'est qu'on est devenu une association agréée 1% for the Planet. Donc, on est une association qui peut recevoir des dons de la part d'entreprises agréées 1%, donc qui s'engagent à donner 1% de leur chiffre d'affaires pour des causes environnementales. C'est un vrai pas pour l'asso. Ça faisait personnellement longtemps que j'essayais de faire en sorte qu'on le devienne. Et donc, ça nous a non seulement permis de faire de la visibilité, mais ça nous a aussi permis de présenter le projet Atlas Vidéo, dont Marie-Christine, encore une fois, a parlé tout à l'heure, à un événement annuel qui s'appelle les Rencontres pour la planète, qui permet à 40 assos triés sur le volet de présenter un projet devant un parterre de mécènes. C'est ce qu'on a fait en octobre avec Marie-Christine, encore une fois, on a fait un pitch là-bas, et on a obtenu un total de 23 000 euros pour l'asso à cette occasion. Voilà pour le fonctionnement financier de l'asso. D'un point de vue RH, l'asso reste une asso composée principalement de bénévoles, que ce soit d'un point de vue gouvernance. On a donc un conseil collégial de 10 personnes. D'ailleurs, je crois que tu peux. On devait avoir la slide, Massimo, si c'est quelque chose qui intéresse les participants. Je peux te la rendre visible, c'est la slide 11. Hop. Affiché. Ouais, si tu reviens un peu en arrière, tu la trouveras. Donc, on a un conseil collégial de 10 personnes, en plus de ces 9 affichés. Il y a quelqu'un qui s'appelle Catherine qui ne souhaite pas montrer sa photo. Donc, qui correspond à notre gouvernance. C'est l'équivalent d'un bureau. On a décidé de ne plus avoir de présidence. Et au-delà de ça, on a un groupe de bénévoles aussi qui contribuent à l'association, qui sont les bénévolants et bénévolantes. L'idée derrière ça, c'est qu'au-delà de la gouvernance, il y a aussi plein de projets sur lesquels on cherche des contributions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. C'est quelque chose où on a vraiment l'habitude de gérer la bande passante et le temps des gens, notamment parce que les membres de notre gouvernance sont tous des actuels ou des anciens membres de collectifs, et donc savent jongler entre un boulot, un engagement pour leur collectif dans leur boîte et l'engagement pour les collectifs, l'association. Donc d'un point de vue RH, déjà c'est ça, c'est par ça que je commence. Et ensuite, effectivement, on a une équipe opérationnelle de 5 personnes, rémunérée donc par les ressources financières dont j'ai parlé, et qui s'occupe de la coordination de tous les projets que j'ai évoqués, et au-delà de ça, du lien avec la communauté, de la communication, du lien avec les partenaires, de l'organisation des rencontres locales, et donc de la recherche de financement, parce que ça reste un enjeu important pour nous. Et en termes de rôle, on a des rôles chacun spécifiques. Moi, j'en suis le délégué général, donc je m'occupe de coordonner le tout et d'être un des porte-parole, tout comme Marie-Christine et Léa, que vous avez entendu. Et ensuite, Massimo, Elliot, Angèle, Laetitia s'occupent chacun des différentes parties que j'ai évoquées. Réponse longue, mais c'est vrai que c'est une question importante et intéressante pour nous. Merci Massimo de remettre le prix des salaires engagés, qui est vraiment le gros événement. C'est le plus gros événement de notre histoire. On en a fait des chouettes avec le temps. On a organisé des ateliers d'automne en simultané dans 12 villes différentes. On a organisé un événement avec l'ancienne ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, et le créateur de la fresque du climat, Cédric Engelbach, il y a 2 ans et demi. On était 130. On a organisé un événement de fin d'année avec AXA Climate et Fabrice Bonifay, il y a 1 an et demi. Mais là, celui-là, c'est le plus gros. C'est le plus gros, c'est le plus chouette, et c'est vraiment l'occasion de visibiliser ce que nous, on a envie de visibiliser. Pas forcément les actions les plus visuelles qui passeraient le mieux à l'écran, pas forcément les actions qui seraient le plus claires pour le grand public, mais les actions qui sont les plus impactantes, qui ont le plus de chances aussi d'inspirer d'autres salariés engagés. Donc c'est vraiment le but de ce prix. On est très fiers de nos 5 collectifs lauréats. Donc on a hâte de vous montrer ça. On a encore le temps pour une question, si jamais.
Merci beaucoup, Sophie, pour ton mot. C'est vrai que ça fait plaisir de revoir des personnes qui ont vraiment compté pour l'association, qui ont beaucoup contribué, dont on a potentiellement moins de nouvelles. C'était aussi l'occasion de ce webinaire. On a vu dans le chat, on a vu Sophie, on a vu Quentin aussi, on a vu, il y a Alexis qui était présent aussi. Enfin bref, des personnes qui ont vraiment compté pour cet asso. Donc c'est vraiment chouette de vous voir avec nous aujourd'hui. Je pense on peut conclure en disant merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Je vais arrêter l'enregistrement ici. N'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins dans le futur, c'est à ça que sert l'association. Et on a hâte de vous retrouver le 15 avril, place de la Concorde.